Donc, on va laisser une minute ou deux le temps que les invités accèdent. Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi Startup. On va bientôt commencer. Bon, alors 14 heures, mercredi 14 octobre, ciel radieux à Montréal. Content d'être là avec vous encore une fois à ce mercredi Startup, donc le webinaire par les entrepreneurs pour des entrepreneurs. Très content aujourd'hui d'avoir avec moi Ethan Song, cofondateur de Frank & Oak, et également Xavier Hervé de Détroit Accélérateur, Détroit Innovation, qui va venir nous parler aussi de son hub et de son secteur. Donc, Ethan, content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait, quand j'avais Tag Taxi, c'était en 2012, c'est là où je t'ai rencontré pour la première fois. Donc, ça fait 8 ans et tu commençais Frank & Oak après un pivot avec de Moda Suite. Donc, comme on se disait il y a quelques minutes, you come a long way. Là, ça fait 10 ans que tu es dans cette aventure-là. C'est quand même extraordinaire comme parcours. Puis, très heureux d'avoir la chance d'échanger avec toi là-dessus. Fait que bienvenue parmi nous, Ethan. Merci beaucoup de m'avoir. C'est super. Tu sais, je me souviens à l'époque où je t'avais rencontré, tu m'avais parlé un peu de ton pivot de Moda Suite vers Frank & Oak, ce que j'avais trouvé quand même assez spectaculaire. Puis aujourd'hui, tu as quitté au début de l'année cette entreprise que tu as cofondée. Je suis sûr que tu es très occupé de ces temps-ci, mais tu as quand même eu le temps d'avoir, je suis sûr que tu as pris le temps d'avoir une réflexion sur ce passé-là, sur toute cette expérience-là qui est quand même une super expérience d'entrepreneur. Fait que moi, je suis content d'avoir la chance, 25 minutes avec toi, pour revenir sur cette expérience-là, qu'on va pouvoir partager à d'autres entrepreneurs. Fait que commençons par ton expérience en Moda Suite. Puis qu'est-ce qui t'a amené? Je me souviens d'avoir eu cette discussion-là avec toi, puis j'ai trouvé bien intéressante. Qu'est-ce qui t'a amené à. Parce qu'avant, tu étais chez Deloitte, right? Si je me souviens bien. Puis tu as décidé d'aller dans la mode, éventuellement dans le retail, mais Moda Suite, c'était autre chose à l'époque. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans ce secteur-là à cette époque-là? En fait, c'est un peu par chance que je suis rentré dans la mode, là. C'est pour ça que maintenant que ça fait 10 ans que je le fais, ça semble vraiment comme beaucoup de temps. Mais je te dirais que comment Moda Suite a été commencé, c'est moi, je suis parti de Deloitte en 2009 et mon but, c'était de partir, dans le fond, une business startup en technologie. Ce que j'avais fait un peu différent, c'est que je trouvais ça très difficile de développer un produit tout en ayant un emploi à plein temps. Et donc, pour moi, j'ai trouvé ça plus facile de juste quitter mon emploi et de partir, dans le fond. Et donc, ça nous a pris un peu de temps à explorer différentes idées d'affaires. Puis, en fait, comment Moda Suite est parti, c'est qu'on avait développé une plateforme de gestion, en fait, de clients pour des tailleurs. Donc, c'est vraiment parti d'une plateforme. Puis, c'est devenu une marque, en fait, en deuxième lieu. Et donc, c'est pour ça que avant le pivot à Frank & Oak, il y avait un autre pivot de software à marque. Je te dirais que ce qu'on a bien fait à ce moment-là, c'est que le timing, en fait, dans les business est très, très important. Et on avait vu justement après la crise économique une croissance incroyable du commerce électronique, comme on voit en ce moment, en fait. La dernière crise qui était en 2008-2009, beaucoup d'industries ont été chamboulées. Et donc, à ce moment-là, on a vu autant la demande pour le commerce électronique ainsi que le souhait d'investisseurs de mettre des sous dans cette industrie-là
croître. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est aligné. Je te dirais que pourquoi on a fait le pivot entre Modasuite et Frank Oak, ça, c'est vraiment une question de product to market fit. On a réalisé que le produit Modasuite était un bon produit, mais que le marché, ultimement, était beaucoup plus petit. Et donc, on voulait, en fait, s'assurer de pouvoir être dans un marché plus gros. Et c'est pour ça qu'on a fait le changement en 2012. Puis, si je me souviens de nos discussions, c'est aussi que le sur-mesure online, vous aviez de la misère à scaler ça. Hein. Si je me souviens, c'était aussi un enjeu par rapport à ce modèle-là à l'époque. C'est sûr et certain qu'à ce moment-là, nous, on misait beaucoup sur justement l'idée du mass customization, c'est-à-dire que chaque produit qu'on porte, si c'était fait pour nous, on aurait une meilleure expérience. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que au niveau de la technologie et l'expérience client à ce moment-là, c'est très difficile de livrer ça. Et même de nos jours, c'est très difficile à livrer. Et donc, c'est pour ça que la plupart des joueurs dans le sur-mesure, même aujourd'hui, le font de façon retail. Ils le font par les magasins versus le online. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait ce pivot-là aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est quand même le pivot vers Frank Oak, ça a été quand même un home run. Tu sais, je me souviens, vous aviez financé ça en peu de temps. Raconte-nous un peu l'histoire de ce pivot-là. Tu me l'avais raconté, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Tu sais, partir vous avez quand même mis beaucoup de choses de côté, même la database de clients, puis vous avez reparti avec un brand, mais avec une technologie, puis toute l'expérience passée dans Modasuite qui vous a permis d'accélérer, mais vous avez quand même mis au monde le brand en 2-3 mois. Tu sais, la décision s'est prise en décembre 2011 à votre board. Raconte-nous un peu cette histoire-là. Elle est absolument fascinante. Mais je te dirais que, tu sais, à ce moment-là, nous, on avait, c'est un par choix et deux par commitment, dans le sens que on avait levé un peu d'argent d'Ange Québec puis de certains angel investors, comme beaucoup de startups au niveau seed. On avait quand même des ventes d'environ 100 000 $ par mois. Donc, on avait quand même une business à ce moment-là avec Modasuite. Mais quand on a décidé de faire le pivot, dans le fond, on est arrivé à notre board. Puis, on a, dans le fond, fait une présentation de ce qu'on pensait être essentiel pour la business. Je pense que où qu'on a pris, je te dirais, le plus gros risque, puis qui a pay off, c'est qu'on aurait pu faire ce pivot-là à l'intérieur de Modasuite, mais on s'est dit que si on faisait ça, ça allait seulement être un half pivot. Ça n'allait pas être un pivot complet. Et donc, il fallait, dans le fond, rebâtir l'ensemble du produit, de la marque et de l'expérience. Évidemment, on a utilisé beaucoup notre savoir-faire, mais Frank Oak est une plateforme et une compagnie complètement différente que ce que Modasuite était. Puis oui, on l'a fait en 3 mois. L'avantage qu'on avait, parce qu'on avait une business, c'est qu'on avait des employés, on avait déjà des développeurs, on avait une petite équipe de 7 personnes à ce moment-là. Donc, on a été vraiment focusé sur Frank Oak. Mais tu sais, je te dirais que le risque qu'on a pris, c'est que si jamais Frank Oak n'avait pas fonctionné, on n'aurait plus de ressources, dans le fond, pour continuer à alimenter Modasuite. Donc, c'est sûr et certain que c'est un risque. Mais dans certains cas, dans une startup, il faut que tu bêtes, en fait, le bateau pour que tu puisses arriver au prochain niveau. Et c'est ça qu'on a fait à ce moment-là. Ben oui, un des challenges qu'on a eu, évidemment, c'est que surtout dans le commerce électronique, c'est quand même une business qui a besoin de beaucoup de capital pour financer, dans le fond, tout le fonds de roulement. Et avec le succès est venu un problème de cash flow une semaine après le lancement. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous quand on a lancé, évidemment, comme tu peux comprendre. Et on n'avait pas Fallait que tu prévu. livres la marchandise, right? Mais il faut livrer la marchandise, il faut engager des gens, il faut Ouais. payer, dans le fond, les suppliers. Et donc, on a levé une rente très, très rapidement avec Real Ventures à ce moment-là, ce qui nous a permis, en fait, de continuer. Mais oui, définitivement, on avait le vent dans les voiles. Je te dirais que quand j'y pense, le niveau de product market fit qu'on a eu avec Frank Oak en 2012 est exceptionnel. C'est très, très rare que tu as la chance d'avoir ce type de momentum-là. En ce moment, on le voit avec certaines compagnies à cause de la COVID, mais je te dirais que c'est rare et c'est très difficile à gérer aussi parce que tu as tellement de croissance rapide que tu ne peux pas vraiment planifier pour ça. Non, mais c'est ce qui a fait que vous êtes financé vite aussi. Là. Je pense que vous avez eu Row Ventures, puis il y a 2-3 joueurs qui sont rentrés à ce moment-là. Mais tu sais, c'est aussi que les ventes ont parlé d'elles-mêmes. Votre pitch était simple. Le pitch que vous faisiez aux investisseurs, l'attraction que vous aviez, elle parlait d'elle-même. Moi, je me souviens encore de mon premier crate. Moi, je suis un client Frank Oak de la première heure. Là. Je pense que j'ai acheté mon premier crate en mars. En mars 2012, tu comprends? Je me souviens encore du crate, la petite boîte en carton qui arrivait avec vous aviez un petit carton avec le nom de chacune des personnes qui packageaient ça. Fait qu'il y avait un soin dans l'expérience client qui était
quand même exceptionnel pour l'époque. Ouais, pour te donner une idée, on est passé d'environ 15 000 dans notre premier mois de business en février 2012, rendu en novembre de la même année, donc 10 mois après, ou 8 mois après même, on faisait déjà 1 million par mois. C'est capoté. Donc, mais je te dirais que c'est des bonnes choses, mais en hindsight, c'était trop rapide, dans le sens que il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas vraiment mettre en place. On est passé, dans le fond, de 7 personnes à 40 personnes rendues à l'automne. Et donc, mais tu sais, je te dirais qu'aucun entrepreneur va se plaindre de ce type de croissance-là, mais définitivement, il y a des challenges à gérer. Oui, puis est-ce que vous aviez aviez-vous beaucoup de plaintes de clients? Parce que c'est quand même opérationnellement complexe là, à livrer tout ça. As-tu eu des plaintes à l'automne 2012 quand ça a levé? Là? Oui, on a des gros problèmes de livraison. Là. On a des problèmes où il y a des délais de livraison, des erreurs aussi dans les envois. Mais je te dirais que l'avantage que tu as quand tu as un produit qui est, disons, niche au début, c'est que la plupart de tes clients, c'est des supporters de la communauté puis c'est des fans. Fait que quand tu es petit, tu peux quand même te permettre de faire quelques erreurs. Puis les early adopters, ils vont supporter ça parce que ça fait partie de la game d'être un early adopter. C'est ça. Mais je te dirais que rapidement, il faut que tu puisses résoudre les problèmes pour ne pas nuire à l'expérience usager. Puis tu sais, vous êtes parti la première année, puis là, ça a été quand même un build-up. Vous aviez quand même une clientèle assez variée. Ce n'était pas juste au Canada. Vous aviez une clientèle aux États-Unis pas mal. C'était quoi les grands points tournants là, de votre croissance à partir de là? Parce que le product market fit il est arrivé là, assez rapidement. C'était pas mal un home run. Là, il y a de la croissance. C'est quoi les grands points tournants dans l'histoire de la croissance de Frank & Oak? Je te dirais que je pense que il y a peut-être eu 3 étapes différentes dans le 8 ans de Frank & Oak quand j'étais là. Je te dirais que peut-être les 3 premières années où on est arrivé très, très rapidement autour de 15-20 millions de chiffres de vente. Puis après ce moment-là, on avait levé une ronde, en fait, aux États-Unis, notre Series B. Après ça, dans le fond, on a eu certains challenges parce qu'on a réalisé que le marché dans lequel on s'en allait était quand même petit. Donc, ça ne pouvait pas vraiment soutenir le niveau de croissance qu'on voulait aller chercher. Et à ce moment-là, je te dirais qu'on a eu 1 ou 2 ans en 2016 où on a investi un peu across différents secteurs, incluant là, au niveau du retail. Puis à ce moment-là, on a eu certains challenges, principalement à cause du fait que c'était trop de nouveautés, trop d'investissements en même temps. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que ça a ajouté beaucoup de complexité à la business. Heureusement, on était capable de régler ces problèmes-là. Puis 2017 à maintenant, je te dirais que la croissance a été excellente dans une 3e phase. Mais tu sais, je te dirais, quand j'ai noté un peu avant notre appel les opportunités puis challenges, tu sais, principalement, puis je le vois dans toutes les organisations, de passer de, disons, 50 personnes à 150 employés, c'est extrêmement difficile. De la même façon que de passer de, disons, 15 millions de ventes à 50 millions de ventes, c'est très difficile parce que les processus, les ressources qui sont en place, ils doivent changer. Ils doivent évoluer à un rythme très, très rapide. Et donc, il y a un focus extrême qui doit se faire à l'intérieur de la compagnie et pas juste vis-à-vis les ventes ou le produit, mais comment on organise l'entreprise pour arriver à performer à un plus haut niveau. Je pense que ça, c'est justement le côté scale-up qui devient un focus très important. Tu sais, quelques points, je pourrais dire, c'est que, je pense qu'une de mes leçons, c'est de scaler l'équipe fondatrice, c'est-à-dire les gens qui sont là depuis le début, est très, très important. As-tu été capable de garder ton monde, tes early, je te tes dirais, employés? sur les 7 personnes, on en a gardé la moitié au moins jusqu'à maintenant. En fait, même après que Ah moi oui. je suis parti, il y en a qui sont encore là-bas. Donc, ça, je vois ça comme une bonne chose, en fait. Je vois le fait qu'ils ont été capables de scale up. Mais je te dirais que c'est très difficile de remplacer tes early players. Le niveau de passion qu'ils ont, le niveau de commitment qu'ils ont envers la mission de l'entreprise. Donc, après ça, quand tu amènes, dans le fond, des ressources qui ont plus d'expérience, il faut faire attention de cette balance-là, justement, au niveau de la culture d'entreprise. C'est challenging parce qu'il y a beaucoup de meilleures pratiques, mais la réalité, c'est que c'est vraiment le choix des gens que tu amènes. Donc, ça se fait vraiment en un one-by-one case qu'il faut que tu prennes des bonnes décisions. Parce que tu as besoin d'expérience aussi. Donc, c'est d'avoir le bon mix de la culture et de l'expérience et de s'assurer d'avoir des valeurs que tu
tu ne vas jamais changer, peu importe les personnes que tu amènes à l'entreprise. Je te dirais l'autre point qui est intéressant, c'est que la planification à long terme devient de plus en plus importante. Une fois que tu fais plus que 20 millions de chiffre d'affaires puis tu as une équipe, disons, au-delà de 75 et 100 personnes, il y a tellement de complexité qui se crée à travers ça que tu ne peux plus changer l'objectif à chaque mois. Il faut que tu aies une vision sur 2 ans avec une certaine flexibilité, évidemment, mais en comprenant que certaines initiatives vont prendre plus qu'un quart et que d'aller dans une mauvaise direction, ça va coûter cher de pouvoir, dans le fond, se réajuster vers une autre direction. Fait que, je te dirais que je dis ça aux gens, quand tu es comme entre 1 à 3 ans, tu es plus un founder. Après ça, tu joues vraiment le rôle plus d'un gestionnaire. Et donc, il faut vraiment que tu peux scaler up tes propres skills aussi. Puis toi, as-tu trouvé que c'était un défi, passer de founder à gestionnaire? C'est un défi important, c'est sûr, certain. Puis c'est un défi important principalement parce que tu peux pas, parce que tu es dans le bateau, tu n'as pas une perspective externe de ce qui se passe. Donc, il faut que tu te forces toi-même, en fait, à changer. C'est sûr qu'à ce moment-là, le board of directors a un rôle à jouer. Je pense qu'il y a beaucoup maintenant de CEO et de founders qui vont chercher des coachs puis des mentors. Puis ça, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Donc, d'avoir une perspective externe, en fait, de ce que tu fais. Mais peu importe les outils que tu as, c'est challenging. Puis c'est challenging principalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu cette expérience-là. Chaque génération d'entrepreneurs est différente, chaque moment est différent, chaque industrie est différente. Donc, ce qui est difficile, c'est que tu peux avoir beaucoup de support du monde autour, mais ultimement, c'est à toi de prendre des décisions. Oui, ton board aussi à t'appuyer dans ces décisions-là. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Tu sais, tu parlais d'un point tournant, c'est le retail. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'en ligne, vous adressez à un segment de hipsters qui ne scalait pas tant que ça, fait qu'on s'en va dans le retail. Quand tu n'as jamais fait de retail, tu as des croûtes à manger. Là. Fait que comment ça s'est fait, ce passage-là, d'aller chercher des loyers dans dans du brick and mortar, embaucher des gens sur le plancher, tout gérer cette opération-là, ça peut être une mince tâche. Là. Non, en fait, c'est très, très complexe. Là. Je te dirais que la réalité, c'est qu'une business 100% digital ou une business de software ou d'Internet est pas mal plus simple. Ce qui est vraiment challenging, c'est que, tu dois dealer avec des partenaires comme des landlords différents dans chaque ville. Tu dois dealer avec des lois et des règles qui sont différentes dans différentes villes. Le côté gestion, en fait, des ressources humaines devient plus challenging aussi parce que tu as des magasins que tu n'as pas la chance de visiter toi-même à tous les mois. Donc, je te dirais que c'est quand même assez difficile. Souvent, les gens me posent la question, surtout avec la COVID, est-ce que je pense que les magasins vont jouer un rôle important dans le retail dans les prochaines 10 années? Puis je te dirais que c'est une très bonne question, en fait. Moi, je te dirais que définitivement, je pense que les magasins ont encore un rôle à jouer. Je pense que comme client, il y a beaucoup d'expériences que les gens aiment au niveau des lieux physiques. Mais comme modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires qui est très difficile. Parce que avec les loyers, il faut qu'il y ait un changement au niveau du real estate. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que les loyers deviennent plus flexibles. La gestion, encore une fois, des ressources humaines. Donc, je te dirais que c'est juste une business plus compliquée. Puis, une des erreurs que nous, on a fait dans le passé, c'est qu'on a voulu aller un peu trop rapidement dans le retail, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de replicate mettons, nos 10 derniers magasins n'étaient pas aussi bons que les 10 premiers. C'était pas parce que les endroits où le produit était moins bon, mais principalement une question d'exécution. Et ce qui est difficile, quand tu as un besoin rapide de croissance puis une pression de croissance, c'est que des fois, tu n'as pas le temps de donner à un certain endroit le temps de maturer. Et donc, évidemment, si tu n'as pas ce temps-là, il faut vraiment prendre des décisions différentes. Fait que, je pense que il y a des challenges que j'aurais définitivement fait différemment, mais en même temps, c'est toujours comme ça quand on est leader. Mais ce que je garde en tête, c'est vraiment plus le niveau complexité. C'est-à-dire que je pense que quand tu es dans une startup, toutes les idées semblent être des bonnes idées, mais le besoin en capital, le besoin de financement, la gestion des ressources humaines, la complexité d'une certaine business, c'est quelque chose qu'il faut considérer quand on se lance dans un certain projet. C'est clair, c'est toujours plus complexe qu'on se
on se l'imagine au départ, on part toujours avec une idée, de l'idéalisme, un peu de naïveté aussi. Si tu n'avais pas cette naïveté-là, tu ne l'aurais pas parti, Frank Oak. Là, si tu avais su au départ que ça allait être si difficile le retail, notamment. C'est quoi la plus grosse leçon que tu tires de toute cette expérience-là, Ethan, là, de 10 ans d'entrepreneuriat dans le monde de la mode puis du retail en ligne, e-commerce, brick and mortar? Ce serait quoi la plus grosse leçon que tu tirais de tout ça? Ben, je te dirais que j'ai plusieurs leçons là. Je pense qu'une leçon, c'est le fait que comment une compagnie en technologie, pure software, qui n'ont pas de besoin d'infrastructure, la vitesse à laquelle ça peut scaler sur 10 ans, c'est incroyable. C'est un niveau, le compounding effect, en fait, d'une compagnie en technologie est nettement supérieur à n'importe quelle autre industrie. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé là, à travers, dans le fond, mon expérience à moi, puis aussi l'expérience de tous les entrepreneurs avec qui j'ai côtoyé. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que 10 ans, c'est longtemps, mais quand tu dis qu'une compagnie, ça fait 6 ou 7 ans que ça existe, c'est pas tant de temps que ça. Mais quand tu regardes comment la technologie a évolué, même dans les 5 dernières années, c'est très, très rapide. Donc, moi, je bêterais n'importe quand sur des excellents founders avec la technologie de pointe. Je pense que c'est là que tu vas avoir un meilleur retour sur investissement, autant en termes de temps comme entrepreneur qu'en termes d'investisseur. Mais sinon, l'autre leçon que j'ai appris, c'est que ce soit moi ou que ce soit un VC ou que ce soit un investisseur ou un autre cofondateur, on ne sait tous rien, en fait. Parce que c'est ça que j'ai réalisé avec toute ma réflexion, tout l'apprentissage que j'ai. Oui, on a des meilleurs outils. Oui, on est plus mature. Oui, on a un meilleur jugement sur les décisions. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas laisser ce jugement-là. Comme le côté foolish que tu dis, c'est quelque chose, en fait, que moi, je crois beaucoup parce que les nouveaux marchés, les nouvelles opportunités, ce n'est pas créé par des gens qui sont réalistes. Absolument pas. Donc, en fait, j'ai réalisé ça après quelques années que même avec tout le savoir et l'expérience que j'ai, je ne sais rien, en fait. Puis, quand un jeune founder qui a un peu moins d'expérience que moi me pitch une nouvelle idée, je me réserve toujours le doute que ça peut être le next billion-dollar idea. Je ne sais juste pas, en fait. Ça, c'est la beauté de la chose. Et maintenant, dans mes nouveaux projets, j'essaie, en fait, de les aborder sans ce bagage d'expérience que j'ai là, en sachant que, surtout au niveau du product market fit, c'est pas à moi de décider, c'est vraiment au niveau du data et du consumer que l'information va venir. Donc, en fait, ouais, de garder le foolishness, de garder un peu cette innocence, en fait, envers ce qui est possible. Absolument. Je pense que c'est bien. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important dans l'ensemble de l'industrie, autant pour les fondateurs que pour les gestionnaires que pour les investisseurs, parce que, tu sais, une bonne idée peut être une mauvaise idée à cause du timing. Right? Une bonne idée peut être une mauvaise idée à cause du manque de financement. Une bonne idée peut être une mauvaise idée à cause d'un manque d'exécution. Il y a plein de bonnes raisons pour ça et donc, il ne faut pas laisser le passé, en fait, se retenir dans le futur. Mais je dis ça tout en disant quand même que je pense que d'avoir plus d'expérience dans notre écosystème au Québec et au Canada, ça va continuer à aider parce que ce que je te dis là make sense au niveau product market fit, mais quand tu arrives au niveau scale-up, c'est-à-dire, mettons, 10 millions et plus de revenus, l'expérience est plus importante. C'est là que l'expérience joue un rôle plus important. Absolument. Puis ça, c'est quelque chose qu'on manque au Québec. C'est cette expérience en scaling, surtout à l'international, là, qui est à bâtir dans les prochaines années, c'est clair. Puis tu sais, moi, je repense à mon expérience dans Théo Taxi avec beaucoup de fierté. Puis il y a certains trucs que je retiens de cette expérience-là. Toi, de ton expérience dans Frank Oak, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier? Qu'est-ce qui te rend fier? Tu dis, wow, ça c'était là vraiment un accomplissement. Je suis super fier de moi. Mais je te dirais que je pense que c'est vraiment les gens que tu touches, ultimement. Je vois autant dans nos employés maintenant qui sont soit fondateurs eux-mêmes ou que même des employés qui ont joint comme intern quand ils avaient 18 ans, puis maintenant, ils sont dans la vingtaine, puis je les vois comment ils ont évolué. Ou les autres startups que je rencontre qui me disent « Ah, je m'en souviens en 2012, comment c'était excitant, puis ça m'a inspiré en fait à partir de ma propre business. » Je pense que beaucoup de ce qu'on fait n'est pas notre expérience à nous, puis en fait l'expérience qu'on peut se donner aux autres. Donc, définitivement, je pense que c'est quelque chose d'important de savoir que c'est pas
sais, quand tu es founder puis quand tu es CEO, tu penses tout le temps à ton entreprise. Mais la réalité, c'est que ton entreprise est juste un pion, en fait, dans l'ensemble de la mer dans laquelle on est. Et donc, moi, c'est vraiment dans les relations que je pense que j'ai cherché le plus, en fait, de valeur, même pour moi personnellement. Autant les succès que les challenges, je pense Ouais. que tu peux chercher quelque chose dans les deux. Oui, absolument. J'ai la même réponse, moi, de mon côté. C'est l'expérience humaine. C'est une expérience humaine, partir une business, puis la monter, puis tous les gens, pense à tous les gens que tu as embauchés, tous les partenaires que tu as rencontrés, les investisseurs à qui tu as pitché. Tu sais, tu as rencontré peut-être 1000 personnes en 10 ans avec qui tu as eu une conversation sur ta business, sur la mode, sur le retail, tu sais, sur la tech, sur l'avenir de la tech, puis l'implication. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue, toi et moi, sur notre engagement comme entrepreneur dans l'écosystème, tu sais. Puis tu m'avais dit, moi, la meilleure façon de m'engager, c'est de livrer le meilleur produit. Tu sais. Mhm. Puis, est-ce que tu penses toujours ça aujourd'hui? Euh, je pense que oui. Tu sais, je pense que la réalité, c'est la meilleure façon. C'est en livrant le meilleur produit, tu peux engager plus de gens. Tu peux amener plus de retours économiques aussi dans le marché. Fait que, tu sais, je te dirais que je pense définitivement que c'est la meilleure façon, mais je pense que dans la culture d'entreprise, il devrait y avoir une culture de partage du savoir. Donc, c'est un peu comme ça où je le vois, mais le succès attire le succès. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Il y a un certain momentum qui se fait dans l'écosystème, il y a un certain momentum qui se fait à travers les entrepreneurs. Et donc, je pense que de continuer à bâtir, de ne pas avoir peur d'aller plus gros. Tu sais, par exemple, pour moi, dans ma carrière, mon but, en fait, c'est de repartir bientôt dans quelque chose d'encore plus gros. Donc, je ne suis pas satisfait, en fait, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis, je vois les opportunités. Puis, je pense que si tout le monde a ce type de culture-là, on va arriver à quelque chose d'intéressant comme société. Bien, c'est sûr. Puis, j'ai hâte de voir vers quoi tu vas vouloir naviguer. Ça va être intéressant de voir la suite. Puis content aussi de savoir que tu viens aider dans un de nos programmes de scale-up pour venir accompagner certains entrepreneurs qui vont bénéficier de ton expérience. Ça aussi, ça fait partie de la volonté de redonner puis de partager son expérience. Et je pense que ça, c'est important aussi. Puis, est-ce que Mais tu tu sais, un peux des nous points donner... là-dessus que je pourrais mentionner, Patrick, tu sais, un des points que Ouais. je dis tout le temps pour encourager les gens de s'impliquer comme mentor ou comme coach, c'est que c'est vraiment pas une expérience de un côté qui donne du savoir à l'autre côté. Tu réalises très rapidement que c'est une partage de savoir, puis que, tu sais, maintenant, moi, je suis dans ma trentaine. Quand j'ai parti Frank Oak, j'étais beaucoup plus jeune, puis j'adore ça rencontrer des étudiants qui partent une nouvelle business parce qu'ils m'apprennent quelque chose à moi, en fait, autant au niveau de la technologie qu'au niveau de leur énergie, de leur motivation, puis ça m'inspire moi, en fait. Donc, je pense vraiment que j'encourage les gens qui ont l'expérience, en fait, à s'impliquer comme mentor ou comme coach parce que tu vas sûrement gagner autant Absolument. personnellement que la personne que tu supportes. Absolument. Et on a une question de l'auditoire rapidement. C'est quoi tes prochaines étapes en une minute? Là? C'est quoi qu'il y a devant toi là, pour les prochains 12 mois? Ben, je te dirais qu'en ce moment, ce que je fais, c'est vraiment justement dans le mentorat et dans le coaching. Je veux prendre un peu de temps pour moi-même, en fait. Quand tu es dans une startup, tu ne contrôles plus vraiment ton horaire, là, comme vous le savez tous. Donc, prendre un peu de temps pour moi-même pour me reposer. Tu sais, maintenant que je sais que chaque bataille est une bataille de 5 à 10 ans, disons que je veux prendre un peu de temps pour moi-même. Fait que ça, c'est un des premiers points. Puis le deuxième point, faire un peu de coaching puis de mentorat, de pouvoir m'impliquer dans la communauté. Encore une fois, autant de give back, mais aussi d'aller m'informer puis m'éduquer sur ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est un peu ce que je fais en ce moment. Mais oui, dans un plan moyen terme, mon objectif, ce serait de repartir une autre entreprise. À ce moment-là, j'aurai plus à partager. On a hâte de te suivre, Ethan. Puis je te remercie encore de t'être prêté au jeu, d'avoir partagé ton expérience avec d'autres entrepreneurs. Puis je te dis à bientôt. Merci, Ethan. Parfait, merci. All right. Xavier, donc j'ai avec moi Xavier Hervé de Détroit Innovation. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Xavier. Quand j'ai pensé à t'inviter au show Mercredi Startup, j'ai vu cette superbe annonce là,
lancement d'un nouveau BioHub à Montréal. Donc, pour moi, c'est une annonce qui est positive. On les cherche, là, les belles annonces pour justement illustrer le fait que l'écosystème est dynamique as a whole. Il y a plein de nouveaux projets qui se mettent en branle. C'est un secteur qu'on connaît moins, le secteur de la bioéconomie. Donc, je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Xavier. Merci de m'avoir invité. Moi aussi, je suis très content d'être là. On a un petit 25 minutes ensemble pour parler justement, ça fait quand même un bout de temps là, que tu es dans l'écosystème. Tu en as vu des entrepreneurs passer. Je ne sais pas si tu as entendu le témoignage d'Ethan Song. Ça doit résonner pour toi parce que il y a des entrepreneurs, tu en as vu, quoi, je dirais peut-être une centaine, peut-être plus que ça même, depuis que tu t'impliques dans l'écosystème. Oh, ben, plus que ça, on s'est, quand on s'est impliqué depuis le tout début, c'était il y a 6 ans, presque 7 bientôt, l'écosystème de Montréal commençait à prendre forme. Ouais. Et puis depuis, à District 3, on a accueilli plus de 600 startups. Donc, ça a été toute une aventure. Même, hein? Wow. Ouais. Je vais dire une chose, on apprend aussi un peu comme ce que nous disait Ethan, you live and learn. Tu sais, quand on était rendu à 500, on s'est dit, OK, on fait un bilan. Et le bilan, c'était qu'une grosse partie, je dirais 90% des startups qui faisaient partie du top 50, c'était des techs, c'était des gens qui maîtrisaient une technologie. Donc, on s'est focalisé de plus en plus là-dessus. C'est ce qui nous a amené au BioHub. La petite histoire, c'était de se dire, quand on a commencé le projet BioHub, c'était tout un investissement. Tu ramènes ça il y a 3-4 ans. Ouais. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Tu es obligé de prendre le bâton au tout début et ça n'a pas été évident de convaincre tout le monde de ce qu'il fallait qu'on fasse, quoi. Ça, j'en doute pas. Parce que, tu sais, tu as quand même beaucoup d'initiatives à Montréal. Là, fait que tu compétitionnes avec d'autres projets de hub et de soutien à l'écosystème. Tu compétitionnes avec d'autres sous-secteurs qui ne sont pas le tien. Donc, certainement. Mais parle-nous un peu de District 3. On va commencer avec ça. Et ton implication dans District 3 là, depuis que tu as commencé. District 3, c'est quelque chose qui est… mon implication, c'est simple. J'aime bien l'expression anglaise, Chief Encouragement Officer. Ouais. Je passe mon temps à essayer d'encourager le monde, si tu veux. Ouais. Donc, et puis, c'est ça, District 3. C'était de créer un écosystème qui accueille les gens qui ont envie de faire de quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Je me rappelle le tout début où on ouvrait les premiers… la première salle, la première place, les gens rentraient en disant « mais on fait quoi ?» Je dis « tu t'assois puis tu commences, quoi. » C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Et puis, tu sais, on est passé à un contexte beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, on se focalise sur ce qu'on va pouvoir intituler Emerging Tech, mais aussi on s'appuie sur… On fait beaucoup d'implications dans le monde du FinTech, dans healthcare. Et là, on lance tout cet écosystème bio. Et bio, c'est une passion aussi pour moi parce que Pourquoi? Je dirais que j'y pose beaucoup d'espoir. La première, c'est que c'est une science qui est entre guillemets, qui fait juste commencer à prendre sa place. Donc, c'est un terrain très, très propice à tout ce qui est innovation. Aujourd'hui, on a des startups chez nous qui sont dans des mondes aussi différents que d'un côté, l'immunothérapie avec une startup comme Cure Therapeutics, mais d'un autre, et puis ils viennent, eux, de lever plus de 2 millions de dollars. Ouais. Puis on en a une autre qui est un peu plus connue, qui est avec nous depuis, ça fait partie des débuts de District 3, Hyacint, qui fait du CBD synthétique. Eux, ils en sont rendus à plus de 10 millions de levées de fonds. Et tu vois, c'est cet écosystème qui
qui est en pleine croissance, en pleine explosion. Donc, c'est fascinant à la fois parce que tu as la techno, tu as les outils, tu as les gens au Québec qui sont capables et ça décolle, quoi. Puis, parle-nous des entrepreneurs que tu accompagnes. Est-ce qu'ils viennent principalement est-ce qu'ils émergent de l'université ou vous les attirez d'ailleurs, dans le Canada ou à travers le monde? Comment vous faites le recrutement Historiquement, on se focalisait beaucoup sur Montréal. Ensuite, on est passé à une dimension plus Québec. On a fait beaucoup de travaux conjoints avec des organisations comme le Fonds de recherche du Québec, par exemple. On a été beaucoup encouragés par rapport à cette démarche d'aller chercher les chercheurs dans leurs labos et on a fait un programme qui s'appelle l'entrepreneuriat scientifique au Québec et sa mission, c'est de sortir, d'aller dans les sous-sols, les troisièmes sous-sols, là où sont les chercheurs, et de les amener à un état d'esprit lab to market. Donc ça c'est, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut que tu ailles dans les sous-sols, c'est ça. Tu ailles leur parler, parce qu'il y a plein de gens autour d'eux qui sont pas forcément pour cette dynamique. Et comment parce que, tu sais, c'est sûr, ils ont les connaissances techniques. Là, moi, je le vois dans le clean tech. Là, c'est souvent des scientifiques, c'est des geeks. Est-ce que tu les pairs avec d'autres, avec des gens plus business? Comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu les fais maturer, ces entrepreneurs-là? Je pense qu'à la base, c'est le dénominateur commun de toute startup, c'est fondamentalement la personne. C'est une startup, c'est une équipe de gens, et c'est un leader ou des co-leaders. Et dans ce contexte-là, nous, ce qu'on a tendance à vouloir savoir quand on a une équipe devant nous, c'est pas forcément est-ce qu'elles ont la bonne idée, est-ce que on sait qu'elles veulent, par exemple, aller dans la bioéconomie. Et la bioéconomie, c'est un domaine énorme, c'est un univers. Ça part de la pharma jusqu'à l'agroalimentaire, en passant par l'agriculture, en allant jusqu'à l'énergie renouvelable, les alternatives aux pétrochimiques. Donc, tu vois, il y a plein de domaines et puis on ne peut pas être expert de tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit des équipes qui ont des compétences. Au bout, tu as besoin, d'un esprit d'entrepreneuriat, une envie une envie d'y passer 24 heures sur 24 et to breathe it, as they say. Ouais. Et puis l'autre, c'est qu'ils aient des compétences de base. Parce qu'on ne sait pas dire, they're going to pivot, they're going to change their mindsets, they're going to change markets. We can't really tell where they're going to end up. Mais ce qu'on sait qui est certain, c'est qu'ils ont besoin de compétences pour arriver là. Puis, tu sais, les compétences business, ça s'apprend. Ça peut s'apprendre, c'est pas si facile que ça à apprendre, mais ça peut s'apprendre. Ça peut se gérer en ajoutant un membre à l'équipe. Il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça. Un des gros c'est clair. Un des gros challenges des deep tech, c'est leur partenariat. Moi, j'ai vécu dans ça. J'ai commencé ma carrière dans un labo de recherche dans les 3e sous-sols de Concordia dans les années 80, au début des microprocesseurs, si tu veux. Et je me rappelle, la joke, c'était pour les ingénieurs, tous les gens qui étaient business, c'était les gens qui servent les martinis, si tu veux. The martini and olive guys. Sa joke, elle m'est toujours restée dans la tête. C'est pour eux, ils sont convaincus. They just move in air, those guys. C'est ça. Donc, de faire le match entre l'équipe business et de faire en sorte que les leaders vont arriver à un niveau de maturité pour respecter ça puis prendre ça en compte, c'est pas évident. C'est un challenge pour tous. Et puis comment tu arrives à les coacher? Parce que, tu sais, moi, petite anecdote, j'ai une amie qui a été matchée avec une entrepreneur dans un accélérateur à Montréal, une entrepreneur qui était PhD, assez deep tech, là. Puis le match ne s'est pas fait parce que le système immunitaire de la start-up a rejeté en quelque sorte cette personne-là parce qu'elle n'était pas technique, tu sais. Donc, elle ne comprenait pas, là, she was the martini and olives person, tu comprends? Fait que, comment tu arrives à coacher un entrepreneur pour lui dire, regarde, c'est comme you need that side, tu sais. Hein? You need that side. Tu as besoin d'avoir un pipeline de vente, tu as besoin d'avoir des contacts, tu as besoin de défoncer des portes. Tu sais, comment on résout ça? Je pense que
l'étape qui est indispensable, c'est qu'il faut que les entrepreneurs en question, ces tech entrepreneurs, il faut les mettre sur le terrain. They have to get out of the building. They have to go see the clients. You know, if they go see enough clients, eventually they're going to come to realize that, you know, maybe they're not the best person to do that. Plus, it's not what they really like to do. And most times they don't want to see the clients. No, exactly. And unfortunately, if they don't get to that, you know, miracle sort of frontier where the client is right, not the technology is right. That's a major shift, and it's not easy. If you're looking, I'm going to go back to the bioeconomy. You know, how is a big pharmaceutical going to take seriously, you know, a couple of young guys that are coming up for immunotherapy? So in that world, it's much more of a technology dialogue. Yeah. It's much more of a scientific journey. It's steps. It's an established thing. If you're going to go to another world, which is the, you know, let's say cosmetics, and you're going to start to create a synthetic version of something, before you find the right clients, the right relationships in that organization, it's a whole challenge, right? And in getting them to understand that, the only way they get it is through the money. So if you can get them to understand financial model and cash, you know, eventually they get it. But a lot of them don't. You know, the reality, Patrick, is a lot of them just don't get it. No, c'est ça. You know, what I find is they go through levels. They ramp up to a certain level, and then they kind of static for a while. And you have to have a bit of patience, and then eventually, boom, it picks up again. And some of them never pick up. Tu comprends? C'est correct. Ils restent attachés à leur thèse, à leur tech. C'est le marché qui souvent qui a tort. Tu comprends? Oui, tout à fait. Mais c'est le challenge qu'on a aussi, c'est une question c'est le principe de l'incubateur, de l'accélérateur de nos écosystèmes. C'est que je pense que c'est un entonnoir. Et il y a un moment où on doit s'occuper du quantitatif, de recruter un grand nombre de candidats sans forcément avoir de certitude par rapport à leur avenir. Et ensuite, de leur donner la chance d'évoluer et de tirer parti du contexte. Et encore une fois, les contextes sont très différents. C'est quand on parlait d'intelligence artificielle il y a 6-7 ans, on nous prenait tous pour des malades. Et puis après, c'est devenu le vocabulaire de tout le monde aux nouvelles de 7 heures, quoi. Ouais. Moi, je vois la même chose aujourd'hui en bio. On parle je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de CRISPR gene editing, mais un peu l'analogie avec cet outil, c'est quelque chose qui date de seulement il y a quelques années. C'est un outil qui permet de décoder le logiciel de la vie, si tu veux. Imagine que tout ce qui est génomique, c'est un espèce de grand morceau de code. Ouais. Et puis cet outil permet d'aller sortir des sections de code, puis de prendre la section de code qui fait la protéine pour faire des cellules de peau, puis boum, all of a sudden you have skin on a chip. Et donc, ce contexte-là, c'est un peu une révolution industrielle. Ça fait en sorte que ça ressemble à Morse. Morse, c'était exponentiate power for $1. Genomics, the cost of genomic sequencing is going down. And the crossing of this is creating a whole bunch of opportunities. I think in Montreal, the reason why I'm so keen about this is we have all these people that can work in this environment. And now, you know, what I'm excited even about talking about it today with you is to create a dynamic of people that are going to say, okay, let me invest into this. Yeah. Because economically it's become more viable than ever, right? Correct. On est arrivé à une espèce de croisement des chemins, là. Ah ouais. Exactement. Tu as une espèce de collision d'un ensemble de choses. Un, les techno-informatiques, you know, the cloud. Deux, tout ce qui est you know, genomic sequencing, ça se fait avec quelques dollars, tu l'envoies par la poste. Il y a des affaires il y a 5 ans qu'on ne pouvait pas faire, qu'on peut faire aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est que tu as des infrastructures à Montréal. Donc, nous, en ouvrant les portes à ce BioHub, on met à disposition des laboratoires qui vont permettre à ces startups
de faire leur développement de produits. Et elles ont besoin, on va parler d'infrastructures quelques minutes. Ouais. C'est quoi justement les infras? C'est quoi les labs? Un truc de base, un exemple de base, c'est que si je fais de la biologie, je ne peux pas juste laisser ça à l'air libre. Il va falloir que j'ai un système de ventilation. I'm going to have things called fume hoods, tu vois. Donc, il va y avoir que j'ai des normes réglementaires, j'ai un certain niveau level 2, si on veut faire référence à ce labo en particulier, mais ça représente un contexte réglementé et géré qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, ces infrastructures, on a eu de la chance d'avoir un financement du Conseil national de recherche et d'autres infrastructures fédérales et provinciales pour mettre en place ce centre. Mais ce n'est pas donné à la start-up du jour, quoi. Il faut qu'elle soit arrivée à une certaine étape avant de pouvoir accéder à ces ressources. Oui, tu as des critères de sélection d'entre pas qui veut. Là. Ouais. OK. Mais même, et le fait que ce centre existe maintenant, ça va permettre de donner lieu à cette économie, cette bioéconomie chez nous. Mais on ne fera pas de seul, je dirais. Il y a un ensemble de choses dont on a besoin. À côté de la bioéconomie, on a ce qu'on appelle le Genome Foundry, et il y a The Genomic Center. C'est des secrets bien gardés à Montréal, mais parmi les chercheurs les plus reconnus au monde sont des chercheurs montréalais. Il y en a dans des universités de McGill pour tout ce qui serait développement plus médicaments dans ce cadre-là et human science. Mais à Concordia, il y a des gars comme Vincent Martin, André Tsang, c'est des gens qui sont reconnus au niveau mondial pour ce qu'ils ont réalisé dans le monde de la bio. Et puis, des gens comme Vincent, c'est des gens qui ont été entrepreneurs à un moment. Ils étaient à San Francisco, ils ont fait partie de sociétés qui sont aujourd'hui très reconnues, comme Amyris à San Francisco. Donc, tu vois, ils ont à la fois cette passion de la science, cette capacité de mettre à disposition des super infrastructures robotisées au dernier cri et cette passion d'entrepreneuriat. Parle-nous un peu plus en détail du BioHub, ce que ça va faire. Il y a des labs, mais c'est quoi les autres fonctions dans le BioHub que tu vas animer? C'est pour être simple, c'est un incubateur de start-up dans le sens où on a des programmes d'accompagnement, comme on le fait avec les entrepreneurs dont tu parlais tout à l'heure, ces entrepreneurs scientifiques. Donc, on a des programmes d'accompagnement, des coachs, des programmes de formation. Il y a une gestion par rapport à leurs objectifs et à leurs progrès. Il y a un contact avec tout le réseau de Montréal par rapport au financement. Donc, tout ce savoir-faire, ces connaissances sont mises à leur disposition et on espère, we hope for the best. Ben, vous êtes déjà d'avoir moi, je crois beaucoup à l'aspect physique des choses. Malheureusement, on ne peut pas en profiter durant la pandémie, là. Mais ces lieux de rencontre sont cruciaux. Puis là, vous venez de vous doter d'un bâtiment world class là, qui va potentiellement attirer des investisseurs de l'extérieur. C'est quoi tes ambitions pour ce hub? Là? Si tu avais un rêve fou, là, tu te dis, moi, dans 5 ans, ce hub va attirer des scientifiques world class, des c'est quoi ton rêve? Moi, la pièce manquante pour l'instant, c'est on a besoin de 2 choses à Montréal pour que tout ça devienne une réalité à grande échelle. Une première, c'est que on a des industriels à Montréal qui sont, on regarde la bière c'est de la fermentation, le pain c'est de la fermentation, le fromage c'est de la fermentation. Donc on a tout un secteur industriel qui pourrait énormément tirer parti de cette techno. Et non seulement ça, mais donner des mandats à nos startups, travailler avec nos startups, avec nos jeunes qui ont envie de subvenir à leurs attentes. Ça, c'était une chose et je pense que j'ai des initiatives en cours, mais on sera plus en mesure d'annoncer ça d'ici quelques mois. Mais je pense qu'une animation de notre écosystème biologie synthétique et bio en général est nécessaire au Québec pour qu'il y ait une prise de conscience, que ce soit par rapport à nos organismes gouvernementaux, que ce soit par rapport à nos industriels. Mais je pense qu'on n'est pas loin de ça parce que justement, on a un terrain fertile. L'autre chose qui va être très importante, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai eu des super startups en bio. Gene Boost en est une autre a été Hyson, dont je te parlais tout à l'heure. À 90%, le financement vient de l'extérieur du Canada.
C'est une richesse qu'on est en train d'exporter. Donc, Ouais. c'est une façon de voir les choses. Oui, tout à fait. D'un certain côté. Mais d'un autre côté, les gars qui sont partis avec Gene Booth, qui sont à Boston, ils ne reviendront pas demain, quoi. Ben, c'est clair. Donc, clair. moi, je veux que… Et pourquoi comment tu expliques ça? Parce que je pense que le monde de la financement bio, ça a été un secteur très bien gardé. Il y a eu des Irlandais, tu as eu quelques groupes américains, mais le monde des investisseurs, des investment funds, des VCs, des angel funds, il faut qu'ils prennent forme. Là. Et ça, c'est, je pense, le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui. C'est ça, qui se spécialise dans la bioéconomie. On n'a pas encore d'investisseurs, on n'a pas encore de professional money qui connaît ça à ce secteur assez. C'est ce que j'entends. Exactement. Quand j'étais à San Francisco, j'ai participé à une conférence virtuelle il y a un mois, mais j'y étais il y a un an. Ouais. Quand j'allais à la conférence SynBio Beta, ce qui m'a frappé, c'était en 3 ans, si tu veux, on est passé de techno-geek bio. Tout d'un coup, j'avais des gars de San Francisco que je connaissais, qui étaient des gens du monde du ITC, investisseurs VCs reconnus, qui s'étaient formés à la bio. Ah oui. Et qui tout d'un coup venaient ils faisaient un shift de ce monde Information Technologies et ils rentraient dans ce monde bio. Parce qu'il y a une collision de ces deux technologies, mais aussi parce qu'il y a une demande énorme. Si tu reprends les chiffres qui ont été récemment publiés par McKinsey en début d'année, c'est un marché de plusieurs trillions de billions de dollars, si tu veux. Les chiffres sont gigantesques. Les investissements en 2019 datent de plus d'1 trillion de dollars. Absolument. Oui, puis moi, je suis vraiment… on n'a pas fini notre conversation, mais j'ai déjà appris beaucoup. Là, puis tu m'as donné une perspective sur le secteur que je n'avais pas du tout. Je ne pensais pas que c'était… on était rendu à une espèce de point d'inflexion à Montréal. Au niveau économique dans ce secteur-là. Fait que c'est super intéressant. J'ai une question de l'auditoire. Fabrice Briat, quel est le grand défi auquel Québec fait face dans le domaine des startups bio? Le premier défi, c'est que des gens se prennent, des gens qui ont ces compétences, ces connaissances, se jettent dans le bain, des jump in the pool. On est là pour les accueillir, mais il faut que de plus en plus de gens aient le courage de le faire. Je pense aussi qu'on a commencé à travailler sur un programme qu'on appelle Biolingual. Moi, je suis convaincu qu'une startup, ce n'est pas un homme, une femme, c'est une entreprise, c'est une équipe de gens et c'est une équipe pluridisciplinaire. Mais aujourd'hui, il y a peu de formation dans les autres disciplines, par exemple en business ou en design, sur ce qui est biologie. Donc, on a monté un programme qui s'appelle Biolingual. On a fait un premier run de ça cet été. On a eu une 50aine de participants et c'était étonnant de voir la facilité avec laquelle ils pouvaient se convertir, apprendre la langue, entre guillemets. Oui. Donc, on a… Il y a un volet éducation, il y a un volet… Il y a un rôle. Moi, je suis convaincu que même si toi, tu vois, Patrick, tu ne sembles pas y connaître grand-chose en termes de… Si on commence à parler de DNA, RNA, de ribosomes, ça ne te dit rien. Moi, je suis aujourd'hui rendu convaincu qu'avec une session de formation en 5 étapes, 5 fois 2 heures, tu sors de là, tu peux lire n'importe quel article et commencer à comprendre, si tu veux. Au moins, avoir l'impression de connecter avec ce qui se passe. Oui, puis de m'y intéresser davantage. Il y a un commentaire de Nada Zogaïb disant qu'elle parle du conservatisme. Il y a un marché au Québec un peu plus conservateur, il faut dynamiser et faire des collaborations pour cette stimulation du marché. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un milieu conservateur au Québec? Je crois que ce n'est pas forcément un milieu conservateur. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste par rapport à qui on est au Québec. On est 7 millions de personnes. Et on n'est pas les 70 millions qu'on va trouver sur la côte est américaine, quoi. Et donc, on ne travaille pas aux mêmes échelles. Et il faut être beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'on peut faire. Et il ne faut pas hésiter de faire appel à l'international. Donc, d'un certain côté, il faut qu'on crée notre base au Québec, mais il faut qu'on le fasse en partenariat. Donc, je comprends tout à fait le ressenti qu'elle a, que cette personne évoque.
Mais ça, c'est notre responsabilité à toi et moi, Patrick, en tant que leader de cet écosystème, c'est de pouvoir de travailler à l'international. Nous, on a fait des gros efforts pour ouvrir un bureau à New York. Ça n'a pas été facile, mais ça a été très enrichissant à la fois pour apprendre de ce qui se passe sur la côte Est, mais aussi pour permettre cette fluidité ou cette communication ou ces échanges entre nos amis les Américains qui ont des plus gros moyens que nous. La réalité, c'est qu'ils représentent une autre masse économique, quoi. C'est super, super intéressant. Je suis vraiment... je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de temps parce que on est dans un sujet qui est vraiment passionnant, honnêtement. Je suis étonné. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir partagé ton expérience dans le domaine. Peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que tu nous souhaites comme écosystème bioéconomie? Qu'est-ce que tu souhaites pour le Québec dans les 5 prochaines années? Ce serait quoi là, un blue sky pour toi? Oh, moi, je suis convaincu qu'on peut créer plusieurs milliers d'emplois et que c'est une... Tu te rappelles, quand on avait commencé de parler de la technologie intelligence artificielle, c'était quelque chose qui était exclu pour quelques, qui était limité à quelques acteurs. Et on a fini par comprendre que la technologie artificielle, elle est aujourd'hui dans tous nos téléphones, qu'elle nous suit à plusieurs endroits, qu'elle est, it's pervasive, as they say in English. Et je sais que c'est exactement le même concept avec tout ce qui va être bioéconomie. Maintenant, ce que je souhaite pour le Québec, c'est qu'elle ne rate pas le coche, quoi. Il faut que le Québec embarque. Et il faut que nos leaders le prennent au sérieux. On a un énorme potentiel. C'est un peu comme si on parlait cuisine. On a tous les ingrédients pour faire la recette, mais il faut qu'on se mette à la cuisine et let's start cooking, you know? Absolument. Puis on a le talent à Montréal, on a l'argent, on a l'appui du gouvernement. Je veux dire, c'est méga rapide. Là, en plus, tu as un hub physique pour accueillir tout ce beau monde-là, des scientifiques de l'extérieur, des investisseurs de l'extérieur aussi. On va te suivre, Xavier, avec beaucoup d'intérêt. C'est un secteur qu'on connaît peu, qui gagne à être connu. Puis si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est qu'il va être très connu. D'ici 2, 3, 4 ans, ça va être sur le bout des lèvres beaucoup plus que ce l'est aujourd'hui. Donc, merci encore de t'être prêté au jeu, d'avoir consacré ces quelques minutes avec nous autres. Xavier, je suis très, très heureux d'avoir eu cette discussion-là. Je te dis à très bientôt. À bientôt et merci de m'avoir accueilli. Et bonjour à tout le monde de la part de l'équipe District 3. All right. Ciao. Je vais faire un petit wrap-up rapide. Alors, dans 2 semaines, on est de retour avec les mercredis Startup. On a 2 invités confirmés, Yves-Gabriel Leboeuf, cofondateur de Flinks, et Delphine Beauchamp, directrice de La Piscine. Donc, c'est un rendez-vous dans 2 semaines. Je vous attends et merci d'avoir été des nôtres cette semaine. On a eu donc Ethan Song et Xavier Hervé de Détroit, Ethan Song de Frank & Oak. Donc, merci, bonne fin de journée et dans 2 semaines. Au revoir.